Bienvenue dans ce premier épisode de Philo et Méditation, le podcast qui vous fait réfléchir et méditer. Premier épisode que j'ai choisi de dédier à la question du bonheur. Pourquoi ? Parce que le bonheur touche à nos vies, à chacun, à chacune, mais aussi parce que justement, le bonheur est spécifiquement une question qui tient à la fois d'une question philosophique, qu'est-ce qui nous rend heureux ? Comment ? Est-ce qu'un véritable plein et parfait est possible, ou est-ce que c'est un concept vide, au sens où il ne vient toucher à aucune réalité? Donc ça relève à la fois de la philosophie et à la fois d'une pratique, puisque quel que soit ce que l'on met en œuvre dans nos vies, il s'agit toujours, d'une manière ou d'une autre, d'optimiser le bonheur qu'on peut avoir dans cette vie, ou bien les plaisirs qu'on peut y trouver, et de minimiser les souffrances ou les mésaventures qu'on peut y rencontrer. La question du bonheur, elle engage donc pleinement notre existence et elle relève d'un équilibre subtil entre une bonne compréhension de ce qu'est la vie bonne, ce qui relèverait de la dimension proprement philosophique, et une mise en pratique dans notre rapport à nous-mêmes, notre rapport aux autres et notre rapport au monde. C'est-à-dire de quelle manière je me regarde, qu'est-ce que je fais du regard que je peux porter sur moi-même, est-ce que je tends vers une vision plutôt négative qui va m'emmener vers du déplaisir ou du malheur, ou est-ce que je tends vers une vision positive? Est-ce que je peux modifier cette vision que j'ai de moi-même? Est-ce que je peux optimiser ou rendre meilleure la relation que j'ai aux autres dans la manière dont j'entre en relation avec eux? Quel type de jugement je vais porter à leur égard? Est-ce que je vais cultiver un regard positif ou un regard négatif? Et enfin, eu égard au monde qui nous environne, dont aujourd'hui on peut dire qu'il passe beaucoup par la sphère médiatique, est-ce que je me prends de plein fouet l'information dans toute sa négativité? Est-ce que je cherche à avoir une juste distance? Ou est-ce que, au contraire, je la laisse complètement de côté parce que c'est trop impactant et que je préfère me préserver un bonheur où je ne suis pas trop bousculé par les événements du monde? Donc la question du bonheur, elle engage pleinement notre existence et elle est essentielle dans l'ensemble de nos vies. Et de plus en plus, il est clair qu'on voit émerger plein de recettes du bonheur, quid de tel livre ou tel succès de librairie sur une technique ou une autre de développement personnel pour se faire du bien, pour vivre mieux notre existence, pour optimiser ce que l'on est ou devrait être. Donc il y a toutes ces pratiques. Il y a aussi tout ce que la psychologie récente, notamment avec les neurosciences cognitives, les neurosciences affectives, la psychoneuroimmunologie, enfin bref, tout ce qui va faire qu'on a une compréhension de plus en plus systémique et globale de notre fonctionnement neuronal. Par exemple, la théorie polyvagale, le fait de connaître les différents états du système nerveux central, qui est une manière de pouvoir mieux entrer en connexion avec ce qui va nous faire du bien, parce qu'on a une connaissance fine de l'interaction entre le corps et l'esprit, des contenus affectifs, émotionnels, de ce qui se passe en nous. On est de plus en plus sur une vision un petit peu mécaniste de l'être humain, comme s'il y avait une recette unique pour le bonheur ou une approche unique. En tout cas, il y a beaucoup d'études à ce propos et c'est un champ clairement passionnant à explorer. Avec dans le même temps ce risque, si on se confine à cette idée un petit peu mécaniste du bonheur, de confondre les résultats de la science avec le processus de la science. La science, c'est une discipline qui est en constant changement, qui est en constante transformation, notamment quand certaines expérimentations viennent contredire la connaissance acquise jusqu'à une certaine date. On en reparlera dans un autre podcast. Mais en tout cas, on a tendance aujourd'hui, dans une vision un petit peu technique du bonheur, à négliger la dimension philosophique, négliger la dimension de réflexion nécessaire à une intégration plus profonde peut-être de ce qui peut faire sens pour nous en tant qu'être humain au moment où on en est de nos vies. Et à partir de là, il est vraiment intéressant de cultiver les deux à la fois, c'est-à-dire effectivement de connaître certains mécanismes, parce qu'il est clair que les connaissances qu'on a aujourd'hui sur la neuropsychologie et les interactions entre corps et esprit sont passionnantes et extrêmement aidantes, et dans le même temps intéressant de
toujours parvenir à continuer à faire un pas de côté, à réfléchir à « ok, mais quel est vraiment le sens de l'existence humaine ?» Ou en tout cas, quel est le sens que je souhaite lui donner? Quel est le sens dans lequel je souhaite, moi, orienter cette direction? L'enjeu étant, pourquoi on peut s'autoriser à se poser ce genre de questions? Eh bien, l'enjeu, c'est que justement, la science n'est pas une discipline finie. La science ne dit pas la vérité sur le monde, elle construit des modèles à partir de données statistiques et de recherches, certes éprouvées, mais qui ont tout de même leurs limites. On le connaît bien en épistémologie, donc les branches de la philosophie qui interrogent les résultats scientifiques, les méthodes scientifiques et les vérités scientifiques. Et de là, malgré la connaissance fine que l'on a aujourd'hui de l'esprit et de la psyché humaine, il reste nécessaire de faire un pas de côté, de toujours regarder avec distance ces mécanismes-là qui peuvent nous être proposés. Donc avec un regard philosophique sur le monde, un regard qui n'hésite pas à prendre de la distance, à sous-peser 2 fois le pour et le contre d'une approche ou d'une autre, et qui essaye de prendre les questions d'une manière globale. Si ce podcast permet à la fois de vous faire réfléchir au bonheur d'une manière philosophique, tout en vous amenant des connaissances qui vont vous aider pour votre propre cheminement, et en vous aidant à les intégrer grâce à quelques méditations guidées autour des enjeux dont on va parler, alors ce podcast aura réussi son objectif et je serai pleinement satisfait de l'avoir mis en œuvre. Pour réfléchir sur cette question du bonheur, on va passer par plusieurs étapes. D'abord, se poser une question fondamentale sur le sens de la vie, puisque dans le fond, quels que soient les résultats d'une science, on va dire mécaniste, qu'on peut avoir, la science ne répond jamais à la question du sens de l'existence, pourquoi nous sommes présents sur Terre, pourquoi nous sommes conscients, qu'est-ce qui fait qu'il y a conscience, conscience de soi, conscience du monde plutôt que rien. Est-ce que la vie a une raison d'être ou non? Question qui nous porte tout de suite vers des enjeux métaphysiques, mais ça c'est pareil, on l'explorera sur un autre podcast. Donc est-ce que la vie a une raison d'être? Est-ce qu'on est censé aller dans une certaine direction ou une autre en tant qu'être humain? Ou est-ce qu'au contraire notre liberté est absolue et totale? Donc on va commencer par un texte de Bergson à propos de cette question sur la nature de la vie et dans quelle direction la vie est censée nous amener ou non. Ensuite, comme grâce à Bergson, on va pouvoir distinguer entre différentes qualités de plaisir et par là de bonheur, je vais vous inviter ensuite à réfléchir avec Épicure, un philosophe antique assez connu puisque par une déformation du sens commun, son nom a été associé à l'épicurisme, qui en fait est confondu avec l'hédonisme, c'est-à-dire essayer de maximiser ses plaisirs dans la vie, alors qu'Épicure, au contraire, remet en question une partie des plaisirs en disant qu'il y a une certaine qualité de plaisir vers lesquels on peut s'orienter, mais d'autres plaisirs qui sont au contraire tout à fait vains. On verra ça ensemble au cours de ce podcast. Ensuite, après Bergson et Épicure, je vous propose de faire un détour par la psychologie positive, justement, parce que, bien évidemment, depuis une trentaine d'années et un siècle, si on prend le temps un peu plus long de la psychologie, un siècle et demi, la psychologie est une discipline qui a énormément avancé et produit de connaissances sur la question du pathologique d'un côté, mais aussi, fort heureusement, à propos des causes du bonheur. Qu'est-ce qui fait que on va vraiment avoir de la satisfaction dans la vie qu'on mène ou pas? Et on va voir que les réponses qu'elle offre, je parlais tout à l'heure de mécanismes, un peu comme s'il y avait une causalité stricte sur comment chacun et chacune devrait faire pour pouvoir aller vers le bonheur. En fait, les cadres intellectuels employés par la psychologie positive pour nous parler de ce qui va engendrer ou non du bonheur sont relativement larges et relèvent par beaucoup d'aspects de questionnements philosophiques et existentiels. Dans le fond, quelque part, si on prend le fait de mener et construire une vie qui a du sens, un des éléments importants dans la psychologie positive du bonheur aujourd'hui, en fait, chacun est sommé, entre guillemets, si je prends un point de vue sartrien, chacun est sommé par lui-même, par elle-même, de répondre à cette question sans qu'il soit possible
que la réponse lui vienne de l'extérieur. Et petit aparté, c'est bien pour ça que Sartre pointe le fait que la liberté humaine est un fardeau. Pourquoi? Parce que nous avons à choisir, nous avons à faire des choix existentiels qui sont des choix qui ne sont pas simples. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que la vie a un sens ou est-ce qu'elle n'en a pas? Les réponses à ces questions fondamentalement philosophiques et existentielles vont, dans la mesure où on les prend à bras-le-corps, orienter notre existence vers une mise en œuvre, une mise en pratique de la vie, un artisanat existentiel, on pourrait dire, qui va répondre de ces questions-là. Et bien souvent, ces questions, lorsqu'on ne les a pas explorées véritablement pour elles-mêmes, eh bien, elles sont un petit peu pré-répondues, comme si on avait coché une case à un moment ou à un autre de notre existence. Parfois, on a pris des décisions existentielles à l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui vont modéliser ensuite tout notre rapport à nous-mêmes ou tout notre rapport au monde. Ça peut être plus tard, bien évidemment, 8 ans, 12 ans, et bien plus tard encore. Et ensuite, au bout d'un moment seulement, après 10 ans, 20 ans d'expérience dans une manière de faire sens sur le monde, se bousculer, être bousculé peut-être par un événement de la vie. J'ai rencontré beaucoup de gens, par exemple, qui, suite à un cancer, se sont dit « Mais non, en fait, il faut que je prenne en main mon existence et je ne veux pas subir ce qui m'arrive. » Et donc, ont eu des transformations profondes dans leur rapport à leur propre santé, à l'alimentation, à qu'est-ce qui compte vraiment. Est-ce que vraiment c'est travailler 70 heures par semaine pour avoir le meilleur salaire possible ou nourrir les liens que j'ai avec ma famille, avec mes enfants, réfléchir à effectivement ce que je mange, est-ce que avoir une pratique de l'esprit, méditation, thérapie, peut m'aider à avancer pour avoir un meilleur équilibre psychique. Et donc du coup commencer à faire sens autrement sur l'existence, parce que l'existence elle-même, de par les défis qu'elle nous aura posés, eh bien, va nous avoir bousculé, va nous avoir remis en cause, et l'existence sera venue bousculer certaines décisions, certains paradigmes, donc manières de penser préconçues, auxquelles on n'avait pas réfléchi, et qui vont nous déterminer dans ce que j'appelle un certain pli existentiel, une certaine manière de se mettre en forme dans l'existence, d'avancer dans sa vie, manière d'avancer qui, à un moment donné, sera remis en cause par une expérience ou une autre. Ça peut être dans le sens que je disais, pour quelqu'un qui, par exemple, a un cancer soudainement, mais il peut y avoir aussi des personnes qui vont s'orienter de but en blanc dans une expérience de vie extrêmement axée sur la spiritualité, faire des retraites, s'engager dans une religion, etc. Et puis qui, à un moment donné, 10, 20 ans plus tard, de la même manière, vont en revenir, vont sentir qu'il y a quelque chose qui n'était pas juste dans la vie qu'elles ont mis en œuvre. Et après avoir poussé un chemin dans une certaine direction, vont sentir qu'il est nécessaire de s'ouvrir d'une autre manière à la question du sens de l'existence. Donc, Bergson, Épicure, la psychologie positive, avec toute la richesse de ce qu'elle met en œuvre qui vient nous bousculer aussi sur le plan philosophique, c'est-à-dire que, dans le fond, on doit faire sens sur nos vies, et si on ne le fait pas, en fait, on le fait malgré nous-mêmes, donc autant le faire consciemment, quelque part. Et ensuite, dernière réflexion avec Spinoza sur la question de la perception, sur la question de la relation entre nos désirs et nos jugements, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que l'on pense ou que l'on considère qu'une chose est bonne, qu'une chose vaut le coup d'être vécue ou d'être goûtée. Et ce sera la fin de ce parcours qu'on aura fait ensemble donc sur la question du bonheur. Il pourra y en avoir d'autres. L'enjeu de ce podcast sur le bonheur, c'est peut-être de nous aider à comprendre. D'habitude, on fait reposer le bonheur énormément sur des causes extérieures. C'est-à-dire, on cherche des dimensions objectives. Est-ce que j'ai un salaire suffisant ? Est-ce que j'ai une sécurité matérielle suffisante ? Est-ce que j'ai un entourage aidant ? Est-ce que j'ai des amis ? Est-ce que j'ai pas d'amis ? Est-ce que j'ai une compagne ? Je n'ai pas de compagne ? Etc. Et on peut multiplier les facteurs à foison. Donc les facteurs sur lesquels on fait reposer notre bonheur. Mais je pense qu'il nous est tous arrivé à un moment ou à un autre de nous rendre compte que les facteurs extérieurs sur lesquels on faisait reposer le fruit de notre bonheur, en fait, peuvent s'avérer limités ou frustrants, ou on peut se rendre compte que peut-être qu'il y a quelque chose qui tourne en rond. Et de là, la réflexion
avec Bergson, Épicure et la psychologie positive, ça va plutôt nous aider à réfléchir et à discerner entre qu'est-ce qui relève d'un chemin qui va nous aider à aller vers plus de bonheur, plus de joie, plus de satisfaction dans la vie. Et dans le même temps, ce que je trouve intéressant dans la réflexion que va nous permettre d'explorer Spinoza, c'est que ce que Spinoza pointe du doigt et qui est vraiment incroyable à explorer véritablement, c'est que d'habitude on croit que les choses sont bonnes en soi, mais en fait ce qui fait qu'on les croit bonnes, c'est d'abord le fait qu'on les désire. Autrement dit, le désir est premier par rapport au jugement. C'est parce que je désire une chose que je la crois ou que je projette sur elle le fait que c'est une bonne chose, et ça n'est pas parce que c'est une bonne chose que je la désire. Bon, j'anticipe un petit peu, mais ce renversement est tellement intéressant et passionnant que ça me brûle la langue d'arriver aux conclusions de ce podcast et de vous partager un petit peu de ce qui est à venir.